Je fis, voilà 5 ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique, bien qu'on la voie quelquefois des côtes de France. Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête de montagnes que séparent des ravins étroits où roulent des torrents, pas de plaine, mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. La Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. Donc, depuis un mois, j'errais à travers cette île magnifique avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne par des sentiers à mulets ces hameaux accrochés au flanc des montagnes qui dominent des abîmes tortueux d'où l'on entend monter le soir le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. Or, un soir, après 10 heures de marche, j'atteignis une petite demeure toute seule au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer 1 lieue plus loin. Les 2 pentes rapides de la montagne enfermaient comme de sombres murailles ce ravin lamentablement triste. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit « Excusez-le, il est sourd maintenant, mais il a 82 ans. » Elle parlait le français de France. Je fus surpris. Je lui demandai « Vous n'êtes pas corse ?» Elle répondit « Non, nous sommes des continentaux, mais voilà 50 ans que nous habitons ici. » Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces 50 années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les hommes. L'on se mit à manger le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, j'allai m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend parfois les voyageurs en certains soirs tristes, en certains lieux désolés. La vieille femme me rejoignit et, torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées, « Alors vous venez de France ?» dit-elle. « Oui, je voyage pour mon plaisir. »« Vous êtes de Paris, peut-être ?»« Non, je suis de Nancy. » Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. Elle répéta d'une voix lente « Vous êtes de Nancy. Alors vous connaissez du monde à Nancy. »« Mais oui, presque tout le monde. »« La famille de Sainte-Alaise. »« Oui, très bien. C'était les amis de mon père. » Elle me regarda fixement, puis prononça de cette voix basse qu'éveille les souvenirs « Et les Sirmont, vous connaissiez ?»« Oui, le dernier est général. » Alors elle dit, frémissante d'émotion, d'angoisse, de je ne sais quel besoin de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur. « Oui, Henri de Sirmont. Je le sais bien. C'est mon frère. » Et je levai les yeux vers elle, effaré de surprise. Et tout d'un coup, le souvenir me revint. Cela avait fait, jadis, un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, mais portant bien l'uniforme, ce soldat qui avait séduit la fille du colonel. Elle l'avait vu, remarqué, aimé en regardant défiler les escadrons. On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On n'en eut jamais de nouvelles et on la considérait comme morte. Et je la retrouvais ainsi dans ce sinistre vallon. Alors je repris à mon tour. « Oui, je me rappelle bien.
Vous êtes mademoiselle Suzanne ?» Elle fit « oui » de la tête. Des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit « C'est lui !» Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandai « Avez-vous été heureuse, au moins ?» Elle répondit avec une voix qui venait du cœur « Oh oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplais, triste, surpris, émerveillé par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Et elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle était venue seule avec lui en ce sauvage ravin, et il avait empli de bonheur son existence d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux sourd étendu sur son grabat à côté de celle qu'il avait suivie si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce bonheur si complet, fait de si